Pour répondre sur l'extrême droite, je vais d'emblée mettre les pieds dans le plat et ne pas trop tourner autour du pot. L'extrême droite, au moins depuis 1945 et plus encore depuis mai 68, est une invention du gauchisme sous sponsoring atlantiste, soit de la droite d'affaires, ce que j'appelle la banque, pour cacher que le national-socialisme était socialement de gauche. Ça aussi, c'est une des clés de compréhension de tout ce qui se joue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En tant que national-socialiste français, ça m'agace d'être rangé à l'extrême droite, qualificatif qui désigne pour moi les néoconservateurs, les impérialistes américano-sionistes et le pouvoir bancaire international. Donc, ma réponse, c'est que je ne suis pas d'extrême droite, je suis national-socialiste, mais on peut considérer que c'est pire. J'ajouterai, pour qu'on ne me prenne pas juste pour un provocateur, un national-socialiste français, sans besoin de recours à une théorie raciale pour des raisons d'espace vital, ce qui correspondait à la situation allemande, l'idéologie découlant souvent de la géographie. Je suis national-socialiste à la manière d'Hugo Chavez, soit, compte tenu du contexte actuel de domination par le mondialisme militaro-bancaire, un authentique homme de gauche, comprenne qui voudra. Je vous laisse juge de l'honnêteté de chacun et de la grossièreté de mes adversaires. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden, et aujourd'hui on va entamer le troisième chapitre sur les fascismes. Et donc je trouve que cette série est plutôt pas mal, je trouve assez digeste, même si la diction n'est pas encore au top du top, mais elle s'améliore avec le temps. J'invite celles et ceux qui trouvent la diction assez médiocre, effectivement, allez écouter les premiers épisodes de la chaîne. Je pense qu'il y a une légère amélioration. Donc enfin bref, on va entamer ce chapitre 3 sur le national-socialisme, parce qu'il y a beaucoup à dire sur le national-socialisme. C'est assez intéressant, effectivement. Le que sais-je d'ailleurs est très intéressant. Je vous motive vraiment à aller le commander parce qu'il est dans la description, chasse au livre. Vous-même, vous savez, ça coûte moins de 10 balles. Franchement, honnêtement, c'est quand même assez qualitatif. Et donc, on va aller avec l'introduction de ce chapitre 3 sur le national-socialisme, etc., etc. En tout cas, je pense que la vignette est de qualité et j'espère que l'intro va vous plaire. Parce que voilà, Soral, c'est le national-socialisme, c'est de gauche, parce que oui, forcément, parce qu'il y a le mot social dedans. Bon, oui, voilà. Eh ben, on va voir tout ceci, tête de gland. Voilà. C'est enfin bref, la provocation. Bien qu'il lui soit antérieur, qu'il lui ait emprunté quelques-uns de ses rites et que Hitler ait toujours admiré Mussolini, le national-socialisme ne doit pas grand-chose sauf l'exemple au fascisme italien. Celui-ci n'est devenu antisémite que sur le tard. Il a ouvert des camps d'internement, mais non de concentration. Il n'a rien créé de semblable à la SS, il n'a pas tenté de soumettre l'Église. D'ailleurs, les deux États totalitaires, bien qu'unis par la même hostilité à la démocratie et au marxisme, et luttant pour une révision des traités de Versailles, ont été longtemps hostiles, en Autriche notamment, avant de s'allier. Leur alliance a été souvent agitée et en définitive, en la méprisant, après être venu à son secours, le nazisme allemand a fini par mettre entièrement à son service la séquelle du fascisme qu'était la République de Salo. C'est que le national-socialisme est profondément allemand, sans remonter jusqu'aux Germains indissolument liés à leur chef ou à la société des Thulés, voulant créer avant la Première Guerre mondiale un ordre des Germains. Il faut constater que des penseurs aussi différents que Fichte, Hegel et que le socialisme Lassalle ont appris aux Allemands, là, on tourne la page, aux Allemands à vénérer l'État. Max Weber avait proclamé la nécessité du dévouement total au chef, au héros. Fichte réclamait... Weber ? C'est pas le sociologue, je pense. Enfin bref, Fichte réclamait un dictateur et les romantiques rêvaient du Saint-Empire romain germanique tout en demandant un droit inspiré de l'esprit allemand. Les précurseurs immédiats dont Dietrich Eckart, qui souhaite devenir un chef issu du peuple et sachant parler au peuple, Emmeler van der Bruck, auteur du livre fameux Le Troisième Reich, et grand contempteur de la Révolution française, Stéphane Georges rêvait d'une guerre sainte qui sauvera la civilisation et appelait de ses vœux l'unique, le sauveur. Spengler avait proclamé que l'homme est une bête de proie et que les États sont faits pour la guerre. Même Thomas Mann avait opposé la culture germanique à l'Occident.
Il y avait là les éléments épars d'une doctrine et d'un comportement. Aussi bien, l'historien Menke dénonce-t-il dans l'esprit allemand une tendance irrésistible à passer des réalités à un monde métaphysique dans lequel il cherche une sorte de rédemption. Avec le nazisme, cet absolu est placé dans la réalité terrestre et physique elle-même. L'État est convenu avec la puissance. C'est la cohésion pour la cohésion, le Reich pour le Reich. Je crois qu'il n'y a pas un petit clin d'œil à Heidegger ? Enfin bref, qui voyait dans l'État le summum de la rationalité, je crois, j'en suis pas sûr. On est passé de l'universalisme idéaliste de Goethe à un nationalisme étroit au nom du réalisme. Sur le plan des institutions, l'armée prussienne avait été instruite dans le sens d'un rendement maximum par un véritable dressage, décrit par von Salomon dans Les Cadets, l'obéissance ponctuelle, le pédantisme dans l'exécution. On avait ainsi oublié que l'armée et la guerre ne sont pas des fins en soi. La Ligue pan-germaniste, porteuse de la pensée officielle depuis Guillaume II, employait le mot peuple comme désignant l'ensemble des hommes de même origine. Dès 1912, elle appelait de ses vœux un Führer. Elle montrait dans la guerre un événement providentiel. Elle dénonçait les dangers du suffrage universel et enseignait que la force de l'État provient d'une paysannerie saine et féconde. Pour résoudre les questions sociales, l'espace vital allemand devait être élargi. La Ligue énumérerait les annexions de territoires au détriment de la France. Un ordre nouveau devrait être instauré pour rendre sa pureté à la race allemande et sa force à l'État. Alors, petite digression sur Soral, effectivement, voilà, Soral se défend de tout racisme, bien qu'en 2021, on sait que Soral est un raciste invétéré, et que il drague les musulmans sur l'antisémitisme, enfin voilà, c'est à un moment donné, je pense qu'en 2021, on peut le dire un petit peu. Et donc, Soral n'a jamais nié, entre guillemets, la vision profondément brutale de l'État national-socialiste. Et c'est toujours un peu pris de la distance, oui, on n'est pas raciste, oui, machin. Mais par contre, sur la puissance de l'État, il a... Voilà. Je dis ça pour les quelques retardataires du fond de la classe. Tous ces précurseurs et ses antécédents ne signifient pas que l'Allemagne était nécessairement destinée à devenir national-socialiste. Après tout, la pensée contre-révolutionnaire française n'a pas empêché la France de devenir une république centenaire, exception faite des 4 années de Vichy. Mais les ferments étaient nombreux, que des circonstances favorables pouvaient faire germer à la disposition d'habiles agitateurs. Donc voilà pour l'introduction du national-socialisme allemand. Donc voilà, c'est effectivement... Est-ce que le peuple germanique avait dans sa particularité quelque chose qui... Je ne pense pas. Je ne pense pas. En France, on avait des penseurs fascistes beaucoup plus féconds, même à tendance fasciste beaucoup plus féconds. On avait un peu Boulanger aussi, qui était qui proto-fasciste, qui déjà rassemblait les mécontents de droite et de gauche. Il y avait Maurice Barrès aussi, pas franchement fasciste, mais déjà ça en prenait clairement le chemin. Il y avait, enfin là je dis ça, c'est sous influence de Yves Sternel, etc. Ni droite ni gauche, idéologie fasciste en France, etc. Donc voilà, on avait qui encore? On avait Barrès, Maurras, les royalistes, mais bon ça c'est pas typiquement français. Enfin bref, en France on n'était pas en reste sur cette question quand même, mais effectivement le traité de Versailles, je pense, l'humiliation nationale a été un terreau beaucoup plus fertile à ce genre de choses. Donc voilà, c'était la petite introduction sur le national-socialisme, en attendant le reste. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag, bisous à vous!